Bonsoir à toutes et à tous, chers amoureux des mots et des livres. Bienvenue dans l'Odyssée littéraire. Votre émission dédiée à la lecture, aux livres, aux auteurs et aux histoires qui nous inspirent. Je suis Ndjinjara. À travers l'Odyssée littéraire, nous continuons de vous faire découvrir des œuvres fortes, des parcours remarquables et des voix qui comptent dans le paysage de la littérature. J'ai l'immense plaisir de recevoir un invité bien connu sur ce plateau. Il s'agit bien de M. Koulibaly Abdrahman. M. Koulibaly, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Monsieur Abdrahman est professeur d'enseignement secondaire général. Il est auteur à la recherche du chemin en 2019, Lettres à la jeunesse africaine collective en 2021 et de l'humanité, la culture de la paix ou la fin de l'espèce humaine en 2022. Il s'intéresse aux questions de paix, de développement de l'Afrique, d'ethnique, de citoyenneté, etc. Sans oublier qu'il est détenteur d'un master professionnel en philosophie à l'École normale supérieure de Bamako. Alors, Monsieur Koulibaly, bienvenue encore sur ce plateau. Merci beaucoup. Qui est réellement Monsieur Koulibaly? Merci beaucoup pour la question. Mais avant de répondre aux questions, je voudrais d'abord vous remercier et remercier tout le personnel de Modèle TV à travers vous et surtout ceux qui nous suivent en ligne ou partout sur toutes les plateformes. Je les remercie. Et parlant de moi, il serait quand même difficile que je parle de moi-même. Tout ce que je peux dire, je suis Abdrahman Koulibaly. Je suis professeur de philosophie et écrivain. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à écrire cette pièce de théâtre? Bien, merci pour la question. Vous savez, un écrivain, c'est quelqu'un qui est à la recherche du savoir et tout ce qui passe autour de lui lui donne déjà une inspiration. Et déjà en 2019, fin 2019, début 2020, le monde entier était confronté à un problème, à une pandémie. Et tout le monde connaissait déjà la COVID-19. Je me disais, chaque écrivain a un rôle à jouer. Et mon rôle à jouer, ce serait quoi? Si tu ne peux pas donner de l'argent à quelqu'un pour le soigner, il faut trouver en tout cas un moyen pour contribuer maintenant à résoudre le problème auquel la société est confrontée. C'est à partir de là, moi, j'ai décidé de produire des textes pour pouvoir contribuer à sensibiliser, tout en même temps chercher à exposer des problèmes auxquels les populations sont confrontées sous cette pandémie. Avez-vous été influencé par certains auteurs ou dramaturges africains ou étrangers? Oui, pas forcément africain, mais j'ai été en tout cas influencé par Jean-Paul Sartre, philosophe français, et quelqu'un sur qui j'ai travaillé déjà en maîtrise. Et donc, je peux dire que j'ai lu tellement ces pièces de théâtre, ça m'a beaucoup inspiré. Et je me suis dit que bon, chaque écrivain, en fait, ne tombe pas du ciel. Il y a toujours une source d'inspiration. Il m'a beaucoup influencé. Je me suis dit que Jean-Paul Sartre a contribué au développement de sa société, au milieu, à l'époque dans laquelle il se retrouvait. Je me suis dit que à travers sa manière d'exposer, de produire des idées intellectuellement parlant, je peux faire la même chose chez nous, conformément à nos réalités, conformément à nos intérêts et à notre société africaine, notamment le Mali. Quelle place occupe le théâtre dans votre parcours? Mon parcours, au fait, j'ai été aussi influencé quand j'étais étudiant à l'université, y compris à l'école supérieure. J'ai été dans la troupe Bamako, la troupe théâtrale de Bamako de l'école supérieure. On a joué à Bamako, on a joué à Dakar, je crois bien. Et tout ceci m'inspirait et j'étais aussi ami, j'ai collaboré avec des comédiens que les gens connaissaient sur les grandes scènes, comme notamment Madjema, avec qui j'ai collaboré, on est du même quartier. Et Ronald Guino, que les gens appellent Petit, je sais pas, Guino. Lui, on en a travaillé. Quand je dis on en a travaillé, on s'amusait ensemble, on discutait ensemble sur, en tout cas,
devant des boutiques, des portes. Donc, j'ai des amis qui sont dans les scènes théâtrales. Donc, tout ceci m'inspire aussi. J'aimerais un peu savoir pourquoi vous avez nommé cette pièce de théâtre avec ce titre. Les survivants de la foudre, oui, un titre foudroyant, on va le dire comme ça, parce que quand vous regardez la situation de la pandémie Covid-19, on s'est posé la question, moi, par même personnellement, je me posais la question, comment on allait s'en sortir, vu surtout à travers les médias, ce qu'on disait par rapport à la pandémie, et ce qu'on avait même prévu à travers les discours sur la situation de l'Afrique, et je me disais déjà, est-ce qu'on va survivre? Est-ce qu'on va survivre? Et je me suis dit, ah, il y a un problème. Donc, déjà, nous qui avons survécu sans la personne, je me suis dit, ah, il y a une faute qui, voilà, qui était là devant nous, qui voulait nous ramasser tous, mais par la suite, on a échappé. Mais il faut reconnaître que parmi ces survivants, il y a aussi des survivants cachés, qui sont des anciens des établissements privés, qui, au Mali, à un moment donné, l'école était fermée sur la COVID-19, et qui sont payés à travers les émargements, qui sont payés à travers leur présence en classe. Mais quand les classes sont fermées, ça leur pose énormément de problèmes. Je pense que ce sont des gens qui ont survécu plus que tout le monde. Vous parlez des enseignants du secteur privé dans votre ouvrage. Alors, quelles peuvent être les conséquences de la COVID-19 sur leurs conditions de vie? Ah, merci beaucoup pour la question. Vous savez, les enseignants du secteur privé sont confrontés à beaucoup de problèmes. Et la preuve en est que ceux du secondaire déjà, on sait que, et du fondamental 2, ils ne peuvent avoir de salaire qu'à partir de l'émargement. C'est-à-dire quand l'enseignant vient en classe et quand il fait un cours, il démarre dans un cahier de texte avant de retourner à la maison. Donc si cela ne se fait pas, il n'a pas d'argent. Donc il se trouve que sous la COVID-19, avec la fermeture des écoles, donc cette possibilité n'existait plus. Ce qui revient à dire des enseignants qui ne viennent plus à l'école, donc ils n'ont plus rien à manger, étant donné qu'ils ont des familles, ils doivent prendre en charge. Or, on le sait très bien, lorsqu'un enseignant a faim, il ne mange pas bien, il est incapable d'assurer les salaires nécessaires dans la famille, donc il y aura énormément de problèmes. Le mot ne peut pas bien venir en classe. Donc ces enseignants sont, comme je le disais, sont vitrifiés en quelque sorte parce que pendant cette période, ils ont été sabotés en quelque sorte et rejetés par-ci par-là, car il y en a même qui ont abandonné l'enseignement pendant cette période. Il y en a même qui ont eu des problèmes avec leurs femmes pendant cette période, parce qu'ils étaient incapables de soigner leurs femmes, ils étaient incapables de soigner leurs enfants. Donc il y en a même qui ont renvoyé leurs femmes dans leur belle famille en attendant. Donc ça crée une sorte d'humiliation vis-à-vis de l'enseignant. Donc c'est une situation qui doit être revue. Donc à travers la pierre de trace, j'essaie de faire ressortir ces problèmes, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'aujourd'hui, partout, surtout les plateaux, on parle de l'enseignant, c'est quelqu'un qu'on doit respecter l'enseignant. Sans l'enseignant, il n'y a pas de ministre, sans l'enseignant, il n'y a pas de président. Mais pourtant, tout ceci ne sont que des discours. Je pense que c'est dans la pratique qu'on doit appliquer. Donc, les autorités doivent revoir les conditions de vie des enseignants du secteur privé. Il y a des enseignants qui n'ont que 40 000 francs par mois. Donc, comment vous pouvez payer la location et avoir un projet d'avenir? Donc, il faut que le secteur privé, en termes de l'éducation, ne soit pas un lieu de passage pour les enseignants. Parce que la plupart des enseignants considèrent ça comme un lieu de passage. Donc, si c'est un lieu de passage, donc l'objectif recherché par le système éducatif ne sera pas atteint parce qu'on ne va pas chercher à former les futurs cadres de demain, mais on va plutôt chercher maintenant à s'en sortir pour passer. Donc, cela joue sur la qualité de l'enseignement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a même quelque chose, un message à passer aux autorités, c'est déjà dire de mettre dans les conditions les plus idoines les enseignants du secteur privé. Sinon, c'est une situation qui, jusqu'à nos jours, existe. Vous pouvez passer une année dans un lycée privé, vous n'avez absolument rien. Et c'est après la subvention qu'on va vous payer. Et si parfois l'État ne paye pas la subvention, ça peut créer des problèmes. Parfois, on paie la subvention et le promoteur, il mange l'argent. Et nous sommes vitrifiés. Voilà ce que je pourrais dire pour ça. Une fois de plus, les autorités doivent veiller sur ça pour que, en tout cas, nos collègues qui sont dans les privés puissent retrouver, en tout cas, le bon chemin, puissent vendre leurs compétences correctement dans le respect de la dignité humaine. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à apprendre ce genre de théâtre, surtout sur le COVID-19? Oui, ce qui m'a poussé à le faire parce que je me suis dit aujourd'hui, quand vous voulez produire, il faut produire conformément aux besoins de l'auteur. Lorsque vous écrivez un message, un livre, c'est un message qui s'adresse à une communauté bien déterminée.
Donc, il faut connaître bien les niveaux de compréhension de votre communauté. Et il faut connaître aussi le niveau de compréhension et d'orientation de votre communauté. Quel est le genre littéraire qui peut, en tout cas, les séduire plus? Vers quel genre littéraire ils peuvent lire? Parce que cette pièce-là, vous trouvez que c'est facile à lire et ça peut donner la possibilité à tout le monde de pouvoir lire pour pouvoir mieux comprendre le message. L'objectif, ce n'est pas de cacher le message aux autres, mais c'est d'utiliser un moyen d'expression technique, la technique d'expression pour pouvoir les aider à comprendre ce qu'on veut leur faire comprendre. Je crois que c'est pourquoi j'ai choisi la pièce littéraire. Quels sont selon vous les grands thèmes de la lecture? Spectateur doit retenir dans votre pièce? Bien, la première information, d'abord, j'ai commencé la pièce de théâtre par une remarque qu'on peut appeler un scepticisme collectif, parce que le scepticisme collectif en ce sens qu'il y avait assez de doutes autour de la pandémie. Il y en avait des gens, quand vous lisez la pièce au départ, vous trouverez qu'il y avait ce que le personnage qu'on appelle l'idiot du village, l'idiot de la rue. Lui, il doutait, il pensait que c'était une rumeur, c'était une illusion. Après la question de l'Ebola, virus Ebola, lui disait que c'était une invention, une imagination. Je me suis dit, attention, il faut quand même sensibiliser. Parce qu'il y a des gens qui sont tombés dans ce scepticisme. Mais attends, si vous tombez dans ce scepticisme, alors que la maladie est une réalité, vous risquez de conduire beaucoup de gens en erreur. Donc, à partir de ça, j'ai décidé de sensibiliser, de produire pour faire comprendre aux uns aux autres, attention, chaque fois il y a une pandémie, une situation sanitaire critique, il ne faut pas prendre à la légère la situation. Il faut plutôt chercher à se couvrir que de dire que ce n'est pas vrai. Que ce soit vrai ou pas, votre objectif c'est de vous protéger. Je crois que dans ce contexte, dans ces paris, c'est le mieux c'est de se protéger. Premier objectif. Deuxième objectif, c'était aussi de profiter pour exposer les problèmes auxquels la société malienne est confrontée d'une façon générale. Il y avait des gens, vous savez très bien, pendant la COVID-19, il y avait ce qu'on appelle le couvre-feu. Cela a empêché certaines activités nocturnes. Et on sait qu'il y a des chefs de famille qui ne travaillent que pendant la nuit. Donc, ça leur pose énormément de problèmes. Et donc, ceci a créé une crise économique même dans la société. À tel enseigne que certains même peuvent chercher à s'en prendre au pouvoir alors que c'est la crise sanitaire qui est à la base. L'autre cas que j'ai signalé, l'autre cas qui est même principal, on va le dire, c'est le cas des enseignants du secteur privé. Parce qu'on a vu des cas où, on va dire, certains enseignants ont été vitrifiés et jusqu'à ce que certains sont tombés dans ce qu'on peut appeler l'aquabonisme intellectuel. Ils ont même abandonné l'école, c'est-à-dire ils ont cessé d'enseigner à cause de cette crise. Donc, ce sont des thèmes fondamentaux et que j'ai quand même développé. Il y a même des thèmes secondaires qui sont à l'intérieur, notamment quand vous prenez la crise à travers le couvre-feu. C'est vrai que vous trouvez qu'il y a une partie qui concerne les femmes. Vous trouvez qu'il y avait des hommes qui n'avaient pas de temps pour leurs femmes, qui n'avaient pas de temps pour leurs enfants dans le foyer, qui sortaient tout le temps. Mais par contre, il y a un côté positif que le couvre-feu a produit chez certaines femmes. Cela a amené ces femmes-là d'avoir un peu de temps avec leur mari dans la famille, mais d'autres sont confrontés à un autre problème dans ce sens que le mari est là, mais il est sur les réseaux sociaux. Donc, il est présent physiquement, mais voilà, mentalement, il n'est pas là, spirituellement, il n'est pas là. Vous insistez sur l'importance d'avoir plusieurs compétences pour s'adapter. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a aussi un problème. Parce que chez nous, nous pensons que lorsque vous étudiez dans un domaine précis à l'université, nous pensons qu'à travers ça, vous devrez forcément avoir un travail à travers ce domaine. Et pour moi, je ne pense pas que ce soit le cas forcément. Et je crois que la base même de tout, c'est d'avoir un diplôme universitaire, d'être intellectuellement bien doté. Et le reste, il reviendra à vous-même. Donc, le chômage, parfois, n'est pas lié aux autorités, et parfois lié à nous-mêmes. Quand vous-même vous entreprenez quelque chose, vous pouvez devenir compétent dans ce domaine. Il n'est pas forcément dit que quand vous faites les lettres modernes, que vous devrez en tout cas être écrivain, vous devrez être forcément un enseignant. Non, pas du tout. Que vous étudiez la philosophie, vous devez être un professeur obligatoirement. Non. À côté des études, il faut avoir d'autres compétences pratiques utiles à la société. Donc, il ne faut pas rester pour réclamer le travail, mais il faut aller vers le travail et le travail va vous réclamer. Tant que vous avez des compétences diverses, donc le travail va vous réclamer. Mais si vous n'avez pas des compétences, vous allez chercher à réclamer le travail, mais le travail ne viendra pas. Je l'avoue. On retrouve dans votre pièce beaucoup de personnages par lesquels l'idiot de la rue, qui est l'idiot de la rue? L'idiot de la rue, on va dire que c'est l'analphabète que nous considérons dans la société comme s'il ne connaissait rien. Mais pourtant, ça veut dire que quand vous regardez lui, son rôle,
vous trouvez que apparemment celui qui était le premier illusionniste qui faisait comprendre que on est dans une illusion, et la pandémie ça ne sert à rien. Mais ce sont des gens, c'est le commun du mortel en quelque sorte. Donc, il y a des intellectuels qui ont un rôle à jouer pour les sensibiliser. C'est leur niveau de vie, c'est leur niveau de compréhension parce qu'ils n'ont pas les mêmes capacités que les autres. Ils ont besoin de compréhension. Donc, ça voudrait dire quoi? Dans chaque société, il y a toujours une communauté ignorante, il y a toujours une société qui a besoin de comprendre certaines choses. Mais vous qui êtes instruits, vous avez une responsabilité collective et intellectuelle ou sinon individuelle aussi vis-à-vis de la société. Et la responsabilité collective de l'intellectuel dans sa société, c'est de venir faire sortir ceux-là qui sont dans la caverne pour le faire sortir vers la lumière. Et je crois que c'est le plus important. Vous remarquez, quand on est arrivé à convaincre l'idiot de la rue, il est arrivé au moins à donner même parfois de quelque chose et des bons de sens, des aides aussi qu'on appelle aux intellectuels, aux anciens qui étaient là. Oui. Je pense que chaque individu a un rôle à jouer. Et c'est cette responsabilité qu'on ne doit jamais oublier. Il ne faut pas penser à soi-même, il faut savoir que tu es dans la société. Comme une équipe de football, chaque joueur a un rôle à jouer. Le buteur ne peut pas bien marquer tant qu'il n'y a pas d'autres qui jouent bien. Donc, si vous pensez que vous êtes le meilleur buteur, il faut penser que c'est quelqu'un qui vous donne le ballon à marquer. Donc, c'est comme ça, chacun doit s'assumer. Voilà pourquoi les personnages sont énormes, mais chacun a un rôle à jouer. Les textes mettent les personnages face à des choix, vivre ensemble ou mourir ensemble. Oui, exactement. C'est une métaphore de la condition humaine parce que soit nous allons vivre ensemble, soit nous allons mourir ensemble. Si nous ne comprenons pas cette maxime, on va se disperser et tu vas mourir seul. Oui, c'est la seule solution. Si tu cherches à te sauver seul, tu risques de ne pas partir loin. Seul, on part vite, mais on ne part pas loin. Mais ensemble, on part doucement, mais loin. Donc, dans la société, il faut comprendre que nous tous, on est obligé de vivre ensemble pour aller loin, pour être plus heureux. Parce que plus vous cherchez votre bonheur individuel, vous devenez égoïste. Et l'égocentrisme peut créer un problème de frustration, un problème de division, de scepticisme vis-à-vis de votre humanité. Cela va amener les autres à douter de toi et on va plutôt t'écarter de côté. Vous avez remarqué le personnage, l'insensé. Malgré qu'il est insensé, écarté, il revient chaque fois. Il s'immisce dans des problèmes qui ne le concernent pas. Toujours, il intervient pour jouer son rôle parce qu'il a une responsabilité. Donc, voilà, les gens doivent comprendre cela. Il ne faut pas rester à l'écart. J'aimerais un peu savoir quelles sont les critiques dont vous avez eues vis-à-vis de ces livres. Est-ce que vous avez eu des critiques négatives là-dessus? Donc, intellectuellement parlant, je ne pense pas que j'ai vu parce que c'est tout ce qu'ils ont lu. Et ils ont déjà compris et ils ont même dit que j'ai retardé. S'il y a une critique, ils ont dit qu'il fallait produire ça très vite. Vous avez pris du temps. Ça, on m'en a reproché ça. Ils ont dit qu'il fallait produire très vite. Si c'était sorti même, j'ai dit, mais attention, pendant cette période-là, je ne pouvais pas produire à certains degrés parce qu'il y avait des paramètres qui pouvaient m'échapper. Je ne savais pas comment ça allait aller. Parlons un peu sur la jeunesse. À travers ces pièces de théâtre, quels conseils pouvons-nous donner? Ah oui, là, ça demande beaucoup d'efforts. Et je crois que la seule solution à cela, c'est la lecture. Je pense qu'un écrivain qui ne lit, je ne pense pas qu'il y ait un écrivain qui ne lit pas. Voilà. Et on ne peut pas vouloir écrire et détester la lecture. Effectivement. Donc, je crois que le seul secret, c'est de lire. Mais il y a aussi un temps pour lire. Parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui aiment survoler sur les livres, mais ils ne lisent pas. Parce qu'il y a un moment donné, jusqu'à ce que tu deviens maintenant un bibliophile, tu deviens un rat de bibliothèque, tu passes des mois à la bibliothèque, c'est la meilleure solution. Parce que quand votre temps de consommation, c'est-à-dire de recherche de l'argent, de travail, coïncide avec votre temps d'études, ça va créer des problèmes. Donc, chaque individu a une période d'apprentissage. Et cette période d'apprentissage, il ne faut pas tricher. Il faut le faire correctement. Il faut laisser tomber l'argent pendant cette période. Et lisez plusieurs fois et vous allez voir, vous serez influencé. Je crois que c'est cette lecture qui m'a influencé beaucoup. Donc, si vous disiez maintenant de laisser le côté argent et prendre la littérature, je pense que... Est-ce que les jeunes vont accepter ça? Si c'est trop précis. D'accord. Quels sont vos projets littéraires ou théâtraux après Les Survivants de la Foudre? Déjà, il y a beaucoup de projets, mais on ne peut pas tout dire. Parce qu'un écrivain, c'est projet. Tu commences un projet et après, tu laisses tomber ce projet. Il y a un nouveau projet qui arrive, qui passe et que tu peux publier ça après.
Mais après cet ouvrage, il y a un ouvrage qui vient d'apparaître, qu'on appelle Secret de la philosophie en Oje Mandé. Il vient de le publier ça en août 2025. Donc, c'est un texte qui est destiné aux apprenants de Oje Mandé, y compris les enseignants. Il y a des collègues qui peuvent l'utiliser positivement. Donc, il y a tant de projets à venir. Il y a tant de projets. On écrit, on garde. Parfois, on veut publier, parfois, on garde. Voilà, c'est toujours comme ça. Si vous aviez un message à adresser aux jeunes qui vous regardent aujourd'hui, quel serait-il, ce message? S'il y a un message à faire à la jeunesse aujourd'hui, c'est un message de travail. De s'adonner, de se former, de se performer pour devenir meilleur. Parce que là où on est aujourd'hui, on est dans une guerre de compétences. Donc, il faut avoir des talents de haut niveau pour pouvoir en tout cas s'en sortir. Parce que ce n'est plus passable assez bien ou bien qui peut passer. Il faut aller vers excellent. Je crois que c'est la seule solution. J'ai encore, il ne faut pas toujours chercher l'argent vite. Il faut savoir qu'il y a un temps d'apprentissage. C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a un temps d'apprentissage de compétences. Et quand ce temps, tu arrives à gérer bien ce temps, le temps de consommation, ce que vous appelez l'argent, viendra aisément sans problème. Chaque semaine, l'Odyssée littéraire mettra un livre sur les projecteurs, une œuvre à découvrir, à savourer et à partager. Alors, Monsieur Koulibaly, avant de nous laisser, quel ouvrage ou quelle pièce de théâtre voulez-vous mettre en avant ce soir? Aujourd'hui, là, je prendrai la vie de Jean-Paul Sartre. Pourquoi lui? Ah oui, lui, c'est en quelque sorte mon père spirituel parlant, parce que c'est un texte qui développe la liberté de l'homme, et la révolution de l'homme. C'est-à-dire de ne pas se laisser enchaîner par les chaînes, il faut se déchaîner. Donc je crois que c'est un ouvrage qui nous libère, et c'est très important. Le huis clos, tout le monde doit le lire. D'accord. Alors voilà une très belle découverte que nous conseillons vivement. Avant de quitter cette scène, j'aimerais bien si M. Koulibaly a un dernier mot. Donc s'il y a un dernier mot à donner, c'est juste un mot de remerciement, notamment en commençant par vous-même et tout le personnel de Model TV et tout ce qui nous suit de loin ou de près, et les éditeurs qui nous aident, qui aident surtout les jeunes écrivains à produire. Et on les remercie infiniment, et tous ceux qui nous suivent participent au Mali ou ailleurs. Je remercie tous ces éléments, notamment les éléments du cercle de réflexion à distance qui nous suivent du Mali, du Tchad, du Niger aussi, du Burkina Faso, Congo, Brazza. Ils sont nombreux. Je les remercie infiniment. Merci infiniment de nous avoir fait partager vos réflexions. Merci. Merci. Alors, cher public, je vous donne rendez-vous chaque dimanche soir à partir de 19h pour vous faire voyager au cœur des livres et à ceux qui les font vivre. Merci infiniment d'avoir suivi ce numéro de l'Odyssée littéraire. À très bientôt.